Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Qui sait que la France est le pays qui compte le plus de châteaux au monde? Mais ce patrimoine, souvent difficile à entretenir pour des particuliers, connaît une seconde vie par sa conversion en hôtel de luxe, permettant à de chanceux clients de connaître l'espace de quelques matins la vie de château. C'est précisément dans cette activité qu'a choisi de s'investir le groupe Savary, qui possède 11 hôtels de prestige en France et dont le château du Maréchal de Saxe dans la très belle ville de Hyères en Essonne apparaît comme l'un des fleurons. Ce pavillon de chasse de style Louis XIII n'est pas sans rappeler le corps central de bâtiments autour duquel Louis XIV construisit son palais de Versailles. Il accueille son hôte le plus illustre en la personne d'Hermann Maurice de Saxe, maréchal de France, en 1748, qui lui laisse dès lors son nom. Il y a fort à parier qu'un lieu tel que celui-ci aurait pu faire partie du tableau de chasse de Thomas Klein et Santos de Vasconcelos, les deux héros du dernier roman de Thibaut de Montaigu, intitulé Zanzibar aux éditions Fayard. En effet, ces deux vrais faux journalistes de tourisme, mais véritables rats d'hôtel, décident de muer en mode de vie les séjours qu'ils font dans les plus beaux palaces du monde sous prétexte de pseudo-reportages. Leur périple tapageur les conduira vers une issue aussi tragique que mystérieuse. Avant d'en venir à Vasconcelos, je tiens à préciser que je n'ai jamais eu pour ambition d'écrire une enquête sur cette affaire. Et si je me retrouve à le faire aujourd'hui, c'est sur la demande expresse de mon éditeur. Cette offre, pour tout dire, m'a surpris. Je n'avais rédigé jusqu'ici que des autobiographies de stars, des témoignages tapageurs, des confessions à l'eau de rose, des essais politiques, ainsi que 3 romans publiés sous mon nom, passés inaperçus. Soit la production classique d'un nègre littéraire doublé d'un écrivain frustré. Thibaut de Montaigu, bonjour et bienvenue dans l'Essonne en hauteur. Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être là. Alors nous vous recevons pour un roman que vous avez publié donc aux éditions Fayard, intitulé Zanzibar. Et tout de suite me vient une question. Votre roman a une narration assez originale puisqu'il reprend un petit peu quelque chose qui a été inventé par Truman Capote dans 200 froid, à savoir qu'on a une enquête journalistique sur l'odyssée tragique de 2 journalistes en rupture de ban. Est-ce que vous reconnaissez cette filiation? Comment vous est venue cette idée? Oui, sauf que 200 froid, c'était une histoire vraie, donc c'était une véritable enquête journalistique, tandis que là, c'est plutôt une parodie, c'est plutôt une satire. Et puis le fait de commencer par la mort de ces 2 individus, de ces 2 pseudo-journalistes qu'on retrouve à Zanzibar, c'est un procédé qu'on retrouve dans pas mal de films noirs et qui est assez amusant au niveau de l'intrigue parce que ça permet de dérouler tout un fil. Alors, il y a aussi un effet de mise en abîme parce que donc ce journaliste, à travers son enquête, raconte quelle fut la vie de ces 2 pseudo-journalistes, vrais faux journalistes. Et puis finalement, en faisant cette enquête, il se raconte en faisant l'enquête. Donc finalement, on a un point de vue sur deux types de personnages. Les 2 escrocs, on va dire ça entre guillemets, et d'autre part le journaliste. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que vous avez cherché, cette espèce de double narration? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça me permettait d'expliquer surtout, disons, un peu l'idée directrice du livre, c'est que tout le monde aujourd'hui a besoin de faire de sa propre vie une fiction. On le voit sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Tout le monde est dans le récit de soi-même. Et je pense que c'est vraiment prégnant à notre époque à partir du moment où je pense qu'on est tous sortis de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire d'un grand récit collectif qui nous définissait. Il n'y a plus que des récits individuels. Et donc voilà, c'est comment chacun arrive à faire une fiction de sa propre vie. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui traite de ce sujet-là. D'accord. Alors, pour un peu éclairer nos amis téléspectateurs sur l'objet de l'intrigue, en fait, on peut dire que vos 2 vrais faux journalistes ont trouvé le filon, c'est-à-dire qu'ils travaillent en particulier pour le journalisme de tourisme et sous prétexte de faux reportages dans des hôtels de luxe, eh bien, à l'année, ils sont logés à droite et à gauche
plonge dans des endroits de rêve. Du coup, se pose aussi la question de leur personnalité, d'être comme ça aussi à la recherche de ces univers luxueux. Est-ce que vos héros sont, et puis d'être à contrario de la société, puisqu'ils sont quand même aussi malhonnêtes quelque part, est-ce que vos héros sont des libertins, au sens 18e du texte? Est-ce que vos héros sont des dandys? Est-ce que ce sont que des malhonnêtes? Qu'est-ce que c'est ces deux personnages en fait? J'aime laisser toutes les interprétations ouvertes. Bon, il se trouve que ce sont quand même deux trentenaires, donc journalistes parisiens, l'un pigiste, l'autre photographe, qui galèrent comme beaucoup de gens dans leur génération, qui ont fait des études, qui ont commencé le journalisme avec en tête les grands reportages dans Match, dans Live, cette époque dorée du journalisme. Et il se trouve qu'ils sont dans une époque qui est en crise et où, encore plus, la presse écrite est en crise. Donc eux, par rapport à ces rêves de grandeur qu'ils ont nourris à travers leur enfance, réalisent qu'ils ne vont jamais, enfin, c'est vraiment les illusions perdues, voilà, à 30 ans passés. Et donc du coup, c'est à la fois des égoïstes et des profiteurs, et puis à la fois des sortes d'anarchistes d'un genre nouveau qui vont finalement critiquer le système de l'intérieur. Il y a notamment des deux philosophes qui se combattent tout le temps, Alain Bernard et Zvonjic. On pourra reconnaître qui on veut derrière, mais il y en a un qui les prend voilà, pour des gens foutres, les symptômes d'une génération veule, paresseuse, nourrie au confort et aux réseaux sociaux, et un autre qui les prend pour voilà, des anarchistes d'un genre nouveau, qui préconise le vol légitime, la propriété temporaire, et voilà, pas mal d'idées subversives. Beaucoup cependant refusèrent de considérer leur mort comme un simple fait divers et interprétèrent leur disparition comme un acte politique sans précédent. Une contestation du capitalisme de l'intérieur. Klein et Vasconcelos avaient été les doubles victimes de la précarisation du travail et de l'accroissement vertigineux des inégalités de richesse. Alors quand on crée comme ça des héros aussi marquants, il est quand même difficile de ne pas avoir un certain type de sentiment les concernant. Quel type de sentiment ils vous inspirent? Est-ce que vous avez de la sympathie pour eux? Écoutez, j'ai beaucoup de sympathie pour eux, même si je ne sais pas si ça se ressent forcément à l'écriture, parce que j'aime aussi beaucoup me payer leur tête, disons. Donc c'est vrai que c'est aussi, on est dans la satire, quoi. Il y a quelque chose de grinçant évidemment. Mais je les aime beaucoup parce que c'est des grands enfants voilà, complètement perdus dans le monde moderne, qui courent après un rêve inaccessible. Et je parle à un moment parce que ces grands hôtels de luxe, finalement, c'est un simulacre d'enfance. C'est-à-dire que on nous fait notre lit, on nous donne le petit déjeuner au lit, on peut appeler pour avoir quoi que ce soit, etc. Et donc ça m'amusait beaucoup aussi cette idée. Voilà, c'est des espèces d'enfants retombés en enfance qui courent après un paradis perdu, en fait. D'accord. Alors, cette histoire, et ce que vous venez de dire le confirme un peu, semble s'ancrer dans une réalité extrêmement contemporaine. Et en même temps, si on lit attentivement votre livre, il y a quelque chose de très 18e dans ce livre. Bon, pour donner quelques éléments à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut trouver de 18e dans le livre? D'abord, on a des personnages qui sont un peu picaresques. On ne connaît pas bien leurs origines. Il y en a un des deux qui a d'ailleurs une origine hispanique ou lusiste, je crois, parce que je crois qu'il est d'origine, enfin, du moins il le prétend, portugaise, avec un nom à rallonge, enfin, qu'aucun auteur picaresque n'a osé utiliser. Je crois qu'il s'appelle De Vasconcelos, avec encore autre chose. Santos Alvarez de Vasconcelos, donc c'est déjà extraordinaire. Ensuite, il y a le motif un peu de ces grands hôtels qui rappellent comme ça les auberges dans le roman picaresque et qui jouent un rôle très important. On a bien sûr le motif de l'escroquerie, on peut aussi penser aux chevaliers d'industrie. Est-ce que vous reconnaissez ce côté 18e siècle, bien que ce soit contemporain? Du roman picaresque, je reconnais tout à fait l'influence du roman picaresque et de Don Quichotte, parce que c'est évidemment... c'est Raymond Queneau qui disait, finalement, dans n'importe quel livre, on ne fait que réécrire un grand chef-d'œuvre. Alors, il y a des gens qui passent leur vie à écrire l'Iliade, d'autres l'Odyssée. Alors voilà, moi, à mon humble niveau, c'est une réécriture de Don Quichotte avec évidemment ce couple de personnages qu'on retrouve d'ailleurs chez Diderot aussi, chez Jacques le Fataliste, c'est-à-dire, voilà, là c'est Don Quichotte et Sancho Panza, c'est Klein et Vasconcelos,
deux héros plutôt comiques à qui il va arriver des tribulations incroyables qui vont aller de rebondissement en rebondissement, et aussi ce même principe du roman picaresque, c'est-à-dire que c'est finalement leur propre imagination qui leur joue des tours, quoi. Alors, vous revendiquiez l'influence de Don Quichotte, donc on peut trouver pire, et l'un des traits de Don Quichotte, c'est quand même d'être un livre avec une certaine dose d'humour, humour qu'on retrouve dans votre ouvrage. Votre humour est extrêmement intéressant parce que ce n'est pas un humour gros-pied, c'est un humour par toutes petites touches, extrêmement aristocratique. Est-ce que l'humour de votre livre, c'est quelque chose qui s'accomplit naturellement avec son écriture, ou c'est quelque chose que vous travaillez, que vous calculez comme une des données du livre ? C'est une question assez difficile. Je pense que ça m'est venu naturellement parce que j'ai choisi tout de suite d'embrasser, disons, le genre de la satire, hein. On est quand même dans la satire. Donc c'est aussi un humour qui est noir, évidemment, quoi, où finalement je critique une certaine société, je critique évidemment une certaine presse écrite qui périclite et qui est obligée aux pires compromissions à cause du manque de moyens, mais je critique aussi une certaine génération. Je pense que l'humour, sans doute, permet, il y a un plaisir, mais c'est le plaisir de savoir qu'on ne sait rien, finalement, comme le met Kundera, quoi. Donc je pense que ça permet de saisir encore davantage une certaine réalité sociale. Alors, votre roman a une autre particularité narrative, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, c'est un roman avec des héros absents. Un petit peu comme Rebecca, c'est-à-dire que quand on ouvre Rebecca de Daphné du Maurier, elle est déjà morte. Ouais. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont déjà morts. Pourquoi vous avez choisi cette modalité narrative et pourquoi finalement on suit ce qu'ils ont fait grâce à l'enquête journalistique et pas directement la vie qu'ils ont menée? Qu'est-ce qu'ajoute cette enquête journalistique? Je pense que ça permet justement de travailler ce rapport à la fiction, c'est-à-dire que on sait, voilà, effectivement ce sont des fantômes dont on essaye de convoquer l'esprit à travers cette enquête, essayer de comprendre qui ils étaient, d'où ils venaient, quelles étaient leurs origines, etc. Et à travers ça, on voit comment se construit finalement une fiction, parce que finalement, ensuite, c'est les médias qui vont reprendre cette affaire, qui vont se passionner pour ces deux zigotos, ils vont avoir leur marionnette au Guignol, il va y avoir des photomontages d'eux sur Internet, où on fait des blagues, on les voit dans un club échangiste avec Strauss-Kahn à New York, en tribune à Roland-Garros, alors qu'ils sont recherchés partout à travers le monde. Et il s'est montré comment finalement se fabrique une fiction à notre époque contemporaine et à quel point c'est extrêmement facile, cet emballement médiatique, cette folie est extrêmement facile à créer. Et c'est sans doute, et c'est ça ce qui m'intéressait, ce que ces deux hommes ont voulu finalement. Ils ont voulu sortir de l'anonymat et devenir finalement quelqu'un, exister en fabriquant cette fiction. Et d'ailleurs, le narrateur qui fait cette enquête journalistique, à un moment, commence à comprendre, commence à se demander si ces deux-là ne se sont pas servis de lui finalement pour raconter leur histoire, pour devenir eux-mêmes des stars. Et d'ailleurs, à la toute fin, au moment de la projection d'un documentaire que fait un des amis, un doute subsiste parce que tout d'un coup dans la salle, on voit deux hommes qui leur ressemblent, qui disparaissent et tout ça, mais qui auraient pu être eux, c'est-à-dire qu'ils auraient tout orchestré depuis le début, même leur mort. C'est ce qui est assez fascinant, quoi. Et un côté warholien, du coup, quand même aussi un peu dans ce livre. Bien sûr, les 15 minutes de célébrité, évidemment. Et là c'est même plus 15 minutes de célébrité. Moi, je pense qu'on est à l'époque tout le monde veut une vie de célébrité permanente, quoi. Alors, un des charmes de ce livre aussi, et qui participe de sa drôlerie et de son ironie, c'était un usage constant du name dropping. Alors, je ne sais pas si nos téléspectateurs sont au fait du name dropping. Est-ce que vous voulez expliquer d'ailleurs ce que c'est le name dropping? C'est le fait de donner des noms propres et de dire qui on connaît dans une conversation en permanence, et sachant que ces noms propres servent de référent en fait. Balancer en permanence des noms qui peuvent être d'ailleurs des noms de magazines ou des noms de personnes. Bon, alors voilà, il est question de, par exemple, d'ITélé, d'Elle, l'Optimum, Figaro, Madame pour des journaux. Et puis, il est question à un moment donné, alors ça c'était assez drôle, d'un personnage qui existe vraiment, qui s'appelle Tasha de Vasconcelos. Et vous demandez s'il y a un rapport entre le héros qui s'appelle aussi Vasconcelos et ce mannequin, je crois que c'était un mannequin. Quel rôle joue ce name dropping constant dans l'œuvre? Oui, c'est une façon d'ancrer le roman vraiment dans l'époque contemporaine.
Parce que voilà, on s'est constitué dans l'époque contemporaine en lisant ces noms, et deux, c'est parce que l'époque contemporaine elle-même, dans son essence, participe de cette essence. C'est-à-dire que tous ces noms, finalement, c'est des référents qui vont beaucoup plus, qui servent à communiquer de manière beaucoup plus rapide entre les gens. C'est-à-dire que ça remplace une certaine forme de langage. Alors en partant de votre ouvrage, on va faire une rétrospective de votre carrière pour vous poser une question. Je crois que c'est votre 4e ouvrage, si je ne m'abuse. Vous avez déjà écrit Les anges brûlent, Un jeune homme triste, Les grands gestes et donc Zanzibar. Et quand on les met en perspective tous les 4, il y a toujours des personnages, comme ça, des silhouettes un peu dandy. Est-ce que le dandysme a toujours cours à notre époque ? Oui, évidemment, plus que jamais, c'est même devenu, on le voit à travers les publicités de luxe et tout ça, c'est devenu presque une figure récupérée par le capitalisme, alors que le dandy était un opposant quand même à la société. Exactement, donc oui, évidemment, il y a toujours des dandys, et c'est vrai que c'est des figures voilà, qui m'attirent extrêmement par leur côté, voilà, toujours en marge, et toujours aussi à cette recherche d'esthétisme, finalement, ces hommes qui courent le monde, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir leur chambre de bonne à Paris, ils préfèrent voir des lieux sublimes à travers le monde, ils sont prêts à tout pour être là-bas. Donc c'est finalement une recherche, une soif absolue d'esthétisme qui va terminer par être tragique. Les noms de Klein et de Vasconcelos étaient à peu près inconnus dans leur pays avant que l'on ne les retrouve, l'un attaché à un poteau sur la grève de Giambiani, le corps déchiqueté par des poissons, vraisemblablement des barracudas, même si certains ont évoqué des requins-tigres, et l'autre pendu au ventilateur de sa villa, dont les pales, à la façon d'un carrousel morbide, tournaient encore lorsqu'on l'en décrocha. Alors ce livre est aussi, à travers une narration, selon moi, un livre de réflexion romanesque, en particulier sur la question de la création du personnage, parce que le journaliste qui fait cette enquête, on lui demande quand même de donner, en fait finalement il est un doublon, une espèce de doublure lumière du propre travail de l'écrivain, puisqu'on lui demande de donner corps à des silhouettes mystérieuses dont on ne sait pas grand-chose. Est-ce que votre livre revendique à la fois d'être une histoire, et on a besoin de livres qui racontent des histoires, il y a assez de livres théoriques comme ça, un livre qui raconte une histoire, mais en même temps qui contient une réflexion sur l'art du roman. Est-ce que vous revendiquez bien ça ? Complètement. Et sur le pouvoir de l'imagination et sur le fait que finalement cet écrivain journaliste qui est bloqué chez lui à la campagne en train d'écrire sous la pluie, il doit imaginer la vie de ces deux hommes à travers le monde, finalement, il voyage avec eux. Et donc c'est vraiment une réflexion sur le voyage imaginaire que peut représenter la littérature. Et d'ailleurs j'ai mis en exergue une citation de Xavier de Maistre, Le voyage autour de ma chambre, et où il se moquait en fait des journaux de voyage orientalistes du 19e, etc. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que finalement, pas besoin d'aller aux quatre coins du monde, de faire ce tourisme de masse comme on le voit aujourd'hui. Le véritable voyage est intérieur, et c'est sans doute dans la création romanesque où on peut aller le plus loin sans bouger de son siège finalement. Donc votre livre ne se veut pas du tout une ode au voyage, je veux dire, avec le déplacement. Non, au contraire, c'est une critique du voyage contemporain. Je pense que le voyage contemporain n'est plus possible parce qu'il n'y a plus d'ailleurs, il n'y a plus de terra incognita. Je veux dire, c'est quand même la fin du voyage. Le seul voyage possible aujourd'hui, pour moi, ça serait l'espace éventuellement, mais aujourd'hui, on retrouve les mêmes référents partout. Et puis surtout, il y a cette idée, moi je trouve très présente dans ma génération, de gens qui disent tout le temps je vais partir, je vais me refaire ailleurs, je vais aller faire du fromage de chèvre je sais pas où, ou je ne sais quoi, je vais ouvrir une maison d'hôte je ne sais où, et finalement on a toujours l'impression qu'on va réussir à se fuir soi-même, alors que quand on voyage, finalement on voyage avec ses problèmes, donc on reste toujours le même. Donc c'est cette mythologie finalement du voyage que je dénonce aussi à travers ça. Alors le voyage à la Paul Morand est peut-être un peu mort. À côté donc de cette réflexion sur le voyage, votre livre, de manière plus concrète, plus prosaïque, est une réflexion sur le fonctionnement de la presse. Je crois que vous-même vous êtes journaliste. Est-ce que ce livre procède de votre expérience ? Oui, complètement. D'ailleurs, l'idée m'est venue. J'ai fait beaucoup de choses dans le journalisme, dans le documentaire également. Mais il se trouvait que je me trouvais en voyage de presse justement à Zanzibar, et je n'avais pas
de cartes sur moi, j'avais pas de magazine, je sais pas, j'arrive devant une directrice d'hôtel et tout d'un coup elle me dit mais si ça se trouve vous n'êtes pas du tout qui vous dites, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'ai été invité une semaine dans cet hôtel. Donc l'idée m'est venue à ce moment-là de cette arnaque finalement qui m'amusait beaucoup, de se faire passer pour un imposteur. Et en même temps, voilà, ce que je réalise, c'est que les journaux aujourd'hui n'ont même plus assez d'argent pour payer en fait n'importe quel type de voyage ou de reportage. Même les reporters de guerre vivent extrêmement, extrêmement mal aujourd'hui. Donc c'était aussi ce que dit Vasconcelos à un moment, quoi. Il dit se lancer dans la presse écrite dans les années 2000, c'est comme s'établir comme maréchal Ferrand dans les années 20 en plein boom automobile, quoi. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est en pleine déliquescence à cause d'Internet, à cause des gratuits, et qui est obligé aux pires compromissions aujourd'hui. Alors le ton de votre ouvrage, si on peut parler d'ailleurs d'un ton unique, est assez indécidable parce qu'on ne sait jamais si c'est de l'humour bienveillant, si c'est de l'ironie, si vous-même vous n'avez pas un certain regard cynique sur tout ça, eh bien est-ce que vous allez nous donner la réponse? Voilà. Écoutez, j'espère que le ton est surtout personnel. C'est ce qui est le plus important, c'est ne que pas rien. Je pense que vraiment, une manière de définir le livre, c'est une satire. Donc on peut dire que c'est un ton satirique, c'est-à-dire qu'avec une sorte d'humour, mais qui reste noir, grinçant, critique, et où finalement derrière ces pantomimes de ces deux zigotos et tout ça, il y a une véritable tragédie qui se joue, quoi. Donc j'essaie vraiment, voilà, comme dans Don Quichotte d'ailleurs, d'entremêler la comédie et la tragédie. D'accord. Est-ce que, puisqu'il procède dans une petite part d'une expérience personnelle, à travers ce livre, vous ne vouliez pas aussi régler certains comptes et par là affirmer le pouvoir de l'auteur qui peut toujours se venger? Pas du tout, mais non. En revanche, le livre m'a joué certains tours. Voilà, parce qu'il y en a qui ont vu ça. Dans la presse, ouais. Voilà, où certains ont trouvé que, voilà, que je crachais dans la soupe ou que je dénonçais un système de frais, etc. Mais pas du tout, au contraire, j'ai essayé de m'amuser en m'appuyant sur quelque chose que je connaissais extrêmement bien et montrer aussi, voilà, tout un univers qu'on connaît moins bien. Bien. Est-ce que vous croyez que cette arnaque, elle a déjà existé? Parce que vous la montrez, vous évoquez un personnage qui a réellement existé, un journaliste, je crois, new-yorkais. Ah, oui, Est-ce que vous voulez rappeler qui il était et surtout quelle arnaque il faisait? Ça n'allait pas aussi loin, mais c'est assez drôle. Jason Blair, c'est un journaliste du New York Times qui, en fait, l'histoire est assez amusante parce qu'il devait couvrir un match de basketball au Madison Square Garden. Il arrive, il oublie son accréditation, donc il se retrouve dans le bar d'en face à devoir suivre le match depuis une télé. Et comme il ne voulait pas se faire virer par son journal, il a décidé de faire son papier depuis le bar. Et pendant le match, il va boire des coups, il se trouve qu'il était cocaïnomane, donc il va sniffer aux toilettes et tout ça. Il envoie son papier, et c'est le meilleur papier qu'il ait jamais écrit finalement, quoi. Et donc à partir de là, il a décidé de continuer en fait cette arnaque, d'écrire ses papiers tout en restant chez lui en jogging, à boire du Coca Light et en se basant sur des photos, sur des reportages d'autres. Et il se trouve que l'imagination intervenant à ce moment-là, il écrivait des bien meilleurs papiers que le reste. Mais évidemment, il a fini par se faire coincer et être viré du New York Times. Vasconcelos fut bientôt considéré comme un reporter spécialisé dans le voyage, dont la plume virtuose avait le don de transformer n'importe quel endroit en paradis terrestre, quand bien même il n'avait fait que l'apercevoir à travers un bout de fenêtre. En ce sens, il appliquait à la lettre la méthode de son mentor, Jason Blair, ce journaliste du New York Times, licencié en 2003 après avoir bidonné un nombre incalculable de reportages. Alors votre livre contient encore une autre originalité narrative, on verra qu'il en contient beaucoup, c'est un cas d'étude presque. Vous incorporez à un texte romanesque énormément de types de textes contemporains. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à côté de la narration de l'enquête du journaliste sur ces deux zigotos, comme vous dites, on va trouver tout d'un coup retranscrite une conversation Skype avec le style qu'on a sur Skype. On trouve également, je crois, des SMS ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez cherché à illustrer en faisant rentrer une infinité de types de textes qui sont des types de textes contemporains, mais que jusqu'à votre livre, peut-être ne lis-je pas assez, je n'avais jamais vu dans la littérature? C'était une manière, comme j'étais dans l'enquête journalistique, c'était une manière d'avoir différents angles sur ces deux personnages. C'est-à-dire que être à la fois dans le récit d'une enquête, mais montrer aussi comment d'autres personnes parlent d'eux, parce qu'il y a un rapport de police. Donc comment... voilà, il y a le rapport de police, il y a l'article de jour. Tout d'un coup, je mentionne un peu plus. Donc comment la police parle de quelqu'un.
comment on parle avec quelqu'un sur Skype avec sa petite amie et on fait du phone sex sur Skype. Exact. C'est ça, ce qui m'amusait, c'était d'avoir différents... L'article, il y a un article. Il y a les articles qui disaient, voilà. Philosophique, je sais pas, on peut penser à des Alain célèbres, des Alain philosophes, à mon avis, qu'on voit beaucoup en ce moment à la télé. J'ai bien compris. Bien sûr, ensemble. tout à fait. Voilà, des apôtres de la décadence, etc. Donc, alors voilà, quel rôle joue, tout ça permet d'avoir différentes strates de langage, différentes strates de texte, de jouer sur différents niveaux pour aborder ce mystère des deux personnages qui reste quand même le moteur de l'enquête en permanence, et en même temps de déconstruire différents langages contemporains qu'on peut avoir, différentes manières de communiquer. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez total, de ne pas rester juste dans un roman classique, mais de vraiment embrasser mon époque dans toute sa diversité. Alors, à côté de peut-être la nécessité narrative de mettre ces types de textes dans votre ouvrage, j'ai l'impression que vous vous êtes éclaté à faire ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un plaisir, peut-être, je sais pas, vous avez déjà conversé sur Skype, et on sent un plaisir à parodier ce style qui est parfois un peu... Alors, on y succombe tous, parce que si on veut rester dans l'air, bon voilà, on fait du Facebook, etc. Et en même temps... on se rend bien compte, surtout quand on est auteur, j'imagine, que quand on écrit comme ça, on se dit c'est un peu lamentable, c'est un peu plat, etc. Et quelque part, vous avez un peu réglé votre péché d'adoration avec cette façon d'écrire. Est-ce qu'il y a eu ça? Et que vous êtes éclaté à reproduire? Ah oui, tout à fait. Bon, alors, il se trouve que les conversations Skype, c'est avec sa petite amie islandaise qui a 19 ans, voilà, qui est Reykjavik et tout ça. Donc c'est très drôle aussi ce qui est devenu la conversation amoureuse. On n'est plus dans les lettres d'amour du 18e, dans les romans épistolaires. C'est très précis dans le à la liaison dangereuse. Là, qu'est-ce que est devenu la conversation amoureuse sur les réseaux sociaux? C'est ça, mais c'est très amusant en même temps parce que c'est le jeu de la séduction, c'est la question de la sexualité. Donc je me suis beaucoup amusé évidemment en l'écrivant. On l'aura compris, donc lire votre livre est une véritable jubilation littéraire, puisque à côté d'un livre qui raconte une histoire, et c'est toujours souhaitable, on a un livre qui, sans être pesant et lourd, est aussi un livre de réflexion sur l'art du roman, et un livre très connecté, c'est le cas de le dire, avec tous les types de textes que produit notre société. Thibaut de Montaigu, merci d'être venu dans l'Essonne en auteur et de nous avoir donné quelques conseils pour voyager à peu de frais et dans de bonnes conditions. Nous quittons nos téléspectateurs pour ce jour et nous leur donnons rendez-vous au mois prochain dans un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.